Enfants de tôlards. 6 épisodes consacrés à ceux à qui on colle injustement cette étiquette, ceux qui grandissent avec un parent en prison. Adèle, Iman, Rania, Arbia, Géraldine et Maxime reviennent sur le choc de l'incarcération. C'était un matin, je me suis réveillée et il y avait des dames chez moi. Elles sont venues parler avec ma mère et du coup j'ai entendu que mon papa il était incarcéré et c'est comme ça que je l'ai su. Au début je savais pas trop et après j'ai demandé à ma mère c'était quoi incarcéré et elle m'avait dit que mon père il était parti en prison. C'est pas qu'il nous a laissé, qu'il a été incarcéré sans qu'on le sache. Je m'appelle Rania, j'ai 13 ans, j'ai 7 frères et sœurs. Ma mère a été incarcérée pendant 8 mois et mon père est incarcéré depuis 3 ans. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il en a pour 15 ans encore. J'ai un grand frère, il a 16 ans, il va faire 17 ans cette année. J'ai un autre grand frère, il a 14 ans, il va faire 15. Ma petite sœur, elle a 10 ans, elle va faire 11 ans cette année. Mon petit frère, il a fait 9 ans cette année. Ma petite sœur, elle a 6 ans. Mon autre petite sœur, elle a 4 ans, elle va faire 5 ans. Et mon autre petite sœur, elle a 3 ans, elle va faire 4 ans. J'avais 10 ans. Je savais pas, j'étais perdue. Je savais pas quoi penser. Et la veille, quand mon père il était parti avec mon frère, je me sentais mal. Je savais pas ce que j'avais, je me sentais mal. Le lendemain, je savais qu'il était incarcéré. Je me suis demandé pourquoi aussi il était parti en prison. Et je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs, je préfère pas savoir. Il fallait faire une demande pour qu'on ait un permis de visite. Du coup, on l'a pas vu. On a attendu qu'il nous appelle pour lui parler. Mon père, il avait appelé au téléphone, parce qu'il avait une cabine téléphonique pour appeler. Du coup, j'ai pleuré et je suis descendue jouer en bas avec mes frères et sœurs, parce que j'arrivais pas à lui parler. Pour ma mère, j'étais à la piscine avec mes 4 petites sœurs. Ma mère elle m'avait amenée à la piscine, il y avait ma tante ce jour-là qui était là-bas. Et ma mère à ce moment-là, elle était recherchée. Ça je le savais. Elle voulait pas se rendre parce qu'elle voulait pas nous laisser à nous. Et je vais voir mon téléphone, je vois un message, je suis là, sortez. Je prépare nos affaires et tout ça, je sors. Et quand je sors, je vois, il y a ma grand-mère qui fait le tour. Je dis, il n'y a pas ma mère dans la voiture. Je voyais pas ma mère dans la voiture. Je dis, peut-être il y a que ma grand-mère qui est venue me chercher. Je tourne ma tête. Je vois la voiture où il y avait la police. Et dedans, il y avait ma mère à l'intérieur. Et ma mère, elle me disait, viens et tout ça. Je viens avec mes petites sœurs. Elle nous a embrassées chacune. La police, elle voulait pas qu'elle parle avec nous, mais nous, on a forcé pour parler avec elle. Vu qu'elle était recherchée, j'ai cru qu'ils allaient plus la laisser sortir. Elle est restée 8 mois, d'habitude elle reste que 3 mois. Et du coup ils l'ont laissé 8 mois et c'était long. Parce que vraiment c'est elle qui s'occupe le plus de nous. Papa c'est pas comme maman. Ma mère, je savais qu'elle faisait rien, elle était tout le temps avec nous à la maison. Elle s'occupait de nous, elle nous... Voilà quoi. Et elle est partie en prison alors qu'elle avait rien fait. Je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans. Je suis musicienne et comédienne. Et j'ai connu en fait le milieu carcéral d'abord par les Baumettes parce que mon papa y a été incarcéré quand j'avais 11 ans. Il avait écopé d'une peine de prison de 20 ans pour avoir commandité un assassinat. J'ai appris la nouvelle... je me rappelle, c'était un mercredi après-midi, c'était avant que je parte au conservatoire. Ma grand-mère m'a glissé un petit papier dans la main en me disant « c'est la nouvelle adresse de ton père ». Il y avait écrit le bâtiment, l'adresse, sauf que j'étais pas forcément trop en moyen de comprendre de quoi il s'agissait. Ce n'est que le soir, en retrouvant ma mère, que j'ai pu comprendre en fait ce qui se passait quand je lui ai tendu le papier et qu'elle m'a expliqué. Ce dont je me souviens très bien, c'est toute l'après-midi, quand j'étais au conservatoire pendant les cours, avec cette espèce un peu de boule au ventre, le sentiment d'angoisse. J'étais vraiment obnubilée, je comprenais pas, quoi. Et
Je savais pas si ça voulait dire que c'était fini, en fait, que tout allait rentrer dans l'ordre et que mon père serait plus obligé de se cacher. Mon père, avant d'être arrêté, était en cavale depuis 3 ans. Quand j'essaye de me remémorer les moments, c'est vraiment quelque chose de très flou. Je pense que de toute façon, c'est un travail de mémoire, de protection de la mémoire. Mais il y a beaucoup de choses, de toute façon, que je sais que j'ai occultées, ça c'est sûr. Quand j'étais adolescente, j'ai développé, comme certains parlent de l'ami imaginaire, moi j'avais presque un père imaginaire finalement, parce que je m'imaginais beaucoup de situations. J'imaginais toujours un jour j'aurais la surprise en sortant de l'école, il m'attendrait, il serait là, et puis il me dirait ça y est, je suis libre. On va plus être obligé de se cacher, on va plus être obligé de mentir, on va plus être obligé de ne pas avoir d'intimité. Je crois que j'ai vraiment compris la gravité de ce qui se passait en fait quand il y a eu le procès en cour d'assises. J'allais sur mes 16 ans, donc j'étais aussi plus mature. Et puis là, j'ai compris que pour mon enfance, c'était mort. Peut-être on pourrait reconstruire quelque chose, ça serait quand arrivé à la trentaine pour moi. Ça ne veut pas dire que je l'espérais pas et que je l'attendais pas, mais par contre, oui, le deuil de se dire, voilà, certaines choses, ça c'est sûr qu'elles n'arriveront plus jamais. Il n'y aurait plus jamais, en tout cas, durant mon enfance, la possibilité de pouvoir retrouver une vie normale avec mon père. Pouvoir, par exemple, tout simplement se balader dans la rue comme des personnes normales et libres. J'ai déjà commencé à grandir sans lui et en fait, je vais définitivement continuer et terminer de grandir sans lui. Je me sentais privée et c'était plus sur le rapport à la vie où je me sentais en colère en fait. C'est ce côté, pourquoi chez moi ça se passe comme ça ? C'est pas juste. Je ressens de la tristesse parce qu'il est pas là. Après aussi c'est nul parce que je pensais pas qu'il allait aller là-bas. Quand il y a des gens des fois qui font le bordel, quand ils vont au commissariat, eux ils en ramènent pas en garde à vue, ils attendent que leurs parents ils viennent pour les ramener chez eux. Donc c'est pas juste. Moi aussi mon papa il pouvait faire ça. Je m'appelle Adèle, j'ai 9 ans, je suis le frère de Rania. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là, de comment j'ai appris que mon père était incarcéré, mais c'était un peu compliqué parce qu'en fait mes parents, ça allait pas trop. Il y avait beaucoup de problèmes aussi en parallèle. Ça a été une escalade, on va dire, de problèmes, de violence, et ça aboutit à ce moment-là. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, et moi c'est mon papa du coup qui est incarcéré quand j'avais l'âge de 8-9 ans en 2001, et il est resté donc 13 ans. Enfin, moi j'avais 8 ans, mon papa d'un coup il est plus là, c'est toute la famille qui a pris un coup. Ma mère était pris dans cet engrenage, on l'a suivi, mais je veux dire à un moment donné, personne, je me rappelle pas que quelqu'un m'ait pris et m'ait expliqué, je veux dire. Alors ma mère l'a fait, mais avec des mots de maman. Et je pense après chacun sa part de vérité. Si c'est la maman qui le dit, donc elle va peut-être exprimer sa part de vérité avec ses souffrances à elle, ce qu'elle aurait reproché, par exemple à mon père. Mais c'était sa version. C'est passé dans les journaux, donc moi les journaux je les ai jamais vus. Ma mère nous a caché. Je sais que ma mère a gardé un exemplaire, mais je veux même pas le voir. Mais non, je saurais même pas le dire comment je l'ai su réellement la toute première fois. Ce que j'ai pu ressentir, c'était plusieurs choses en grandissant. Et après voilà, ça, même les émotions, je veux dire, elles ont une vie, enfin elles mûrissent, elles changent. Et donc c'était plein de sentiments. Et après justement, c'est ça aussi, un peu comme un arbre qu'on prend pas, on va dire, dès la racine avec des tuteurs, à pousser de travers. Et en fait voilà, les émotions, c'est pour moi, j'en fais un peu la métaphore, mais en pareil, si ces émotions-là sont pas traitées de suite, justement, c'est de la peur, de l'inquiétude. On devrait rassurer la personne. Après, voilà, ça devient l'incompréhension, de la colère, la frustration. Et ça mène que sur des choses après négatives et qui amènent aussi de la souffrance, quoi. J'ai eu la colère d'abord envers ma mère, parce que je comprenais pas comment ça se fait que papa était plus là et que, je sais pas, elle soit pas intervenue ou ce genre de choses. Après, c'est la colère envers le système. Parce que quand on comprend que papa est dans une prison et du coup qu'il est retenu, on en veut, vu qu'on est confronté au milieu carcéral, à la police, on est contre le système, contre le pays, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc je veux dire, dès qu'on va pouvoir un petit peu
revendiquer un petit peu notre mécontentement contre l'État en faisant, je sais pas, des graffitis, en cassant des choses, des voitures. Voilà, j'ai fait des bêtises. J'ai pas honte de le dire parce que, à un moment donné, on fait tous des bêtises. Après, ce qui est important, c'est de les comprendre surtout, et pour pouvoir les réparer par la suite. Donc ça a été long, donc j'ai toujours traîné de la colère avec moi. Après, même en tant qu'homme, la colère envers moi-même, envers la personne qui ne comprend pas, qui est censée m'aimer. Et si on ne traite pas justement cette colère, moi, à l'heure actuelle, pour moi, à mon sens, pas encore traité. J'y travaille tous les jours, et ça évite justement d'en distribuer à n'importe qui comme ça, des personnes qui le méritent pas, des personnes aussi qui étaient là aussi pour m'aider. Je me rappelle mes éducateurs, à qui je serai éternellement reconnaissant, à qui j'en ai fait baver surtout. J'en ai vraiment fait baver, mais sans eux, pareil, aujourd'hui, je serais pas là pour parler, c'est sûr et certain. Faut extérioriser le maximum. Les enfants, forcément, quand ils n'ont pas cette facilité ou cette capacité à extérioriser, on enfouit. Hein. On les accompagne à travers leur silence, leur gestuelle ou par leur comportement plutôt. Je m'appelle Arbia, j'ai 50 ans. Je suis de profession éducatrice spécialisée. Je suis déjà intervenue dans le cadre d'accompagnement d'enfants dont les parents étaient incarcérés. Puis après, j'ai basculé en étant accompagnante de mon neveu et mes nièces en détention pour aller voir leur père, qui est mon frère, qui est incarcéré depuis 2016. Et il a été condamné à une peine de 12 ans, qui va bientôt se terminer. Quand mon frère il a été incarcéré, j'ai plus voulu accompagner les enfants de manière professionnelle en détention. Ça me permettait de mieux supporter, de mieux gérer la détention de mon frère plutôt que de me retrouver avec un enfant et un parent, en sachant que mon frère il était à 2 cellules près. Et c'est surtout la connexion que pouvait faire mon nom de famille entre mon frère et le parent que j'accompagnais. Tant que mon frère est en détention, j'y vais en tant que famille de détenus. Aujourd'hui, il y en a une qui a 16 ans, elle va avoir 9-10 ans. Le petit garçon, il avait 4-5 ans, puisqu'il a 10 ans maintenant. Et la grande, elle a 21 ans, donc elle avait 16 ans. D'abord, elles ont beaucoup pleuré. Elles ont beaucoup pleuré. Elles étaient dans une incompréhension de l'affaire, de l'acte qui, voilà. Et c'était plus, maintenant, comment ça va se passer, comment on va faire. Et après, on était plus dans, faut que la détention, elle se passe du mieux possible. Il faut que la vie, elle continue. C'est pas, attention, c'est pas tabou, c'est pas ça. Mais ça leur appartient, voilà. C'est leur jardin secret, c'est fragile. On vient, on vous dit, ça y est, tu le verras plus et tu le verras qu'une heure. C'est un déchirement, un arrachement, un déchirement. C'est presque un deuil. Oui, on fait un deuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incarcération d'un parent n'aura pas les mêmes impacts selon la situation de l'enfant avant l'incarcération. Ça va pas être la même chose si c'est son père ou sa mère. Ça dépend de son quotidien avant. Je suis Florence Dubord-Père, directrice du relais enfants-parents, psychologue de formation. On a eu des situations, l'enfant vivait avec la mère, elle a été incarcérée, il s'est retrouvé en foyer d'accueil d'urgence parce qu'il n'y avait pas de membre de la famille disponible. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus choquant et douloureux à vivre pour un enfant. Maintenant, on a des situations où les enfants étaient déjà accueillis en foyer ou en famille d'accueil. Ce qui va compter, j'allais dire, dans l'évaluation qu'on peut faire, c'était quoi le quotidien de l'enfant avant. Qu'est-ce que va venir provoquer comme impact l'incarcération du parent? Est-ce que ça va changer complètement son quotidien ou pas? Il y avait mes petites sœurs chez ma grand-mère et nous les grands on était avec ma tante et mon oncle. Et c'était pas comme s'il y avait nos parents, on était tous chez nous et voilà. C'est pas que c'était compliqué, c'est que je les voyais mes petites sœurs. Mais des fois elles me manquaient. Parce que je restais tout le temps avec elles. Je suis très proche de mes petites sœurs. C'est sûr qu'elles ressentaient le manque de ma mère. Mais sinon elles changeaient pas trop de comportement. Par exemple quand elle se faisait mal et tout ça, quand elle pleurait pour d'autres raisons,
Elle disait je veux maman et tout ça, je la calmais, je lui ai dit elle va venir, tout ça. Mon frère il allait pas à l'école, mon grand frère. Mon autre grand frère il allait à l'école mais il avait des absences. Mes parents ils me manquaient, c'est tout. C'était difficile déjà parce qu'elle n'était pas là, parce que papa et elle ils étaient pas là, et parce que ils étaient pas là. Enfin, quand il y en a un, ça va, surtout quand il y a maman. Et quand les deux ils sont pas là, c'est encore plus dur. Je m'appelle Iman et j'ai 10 ans. Je suis la sœur de Rania. Il me manque quand même tout le temps. Maman aussi, elle m'a manqué, mais maman elle a pas été beaucoup de temps, donc ça va. C'est l'absence et c'est la disparition du parent. Or, il faut avoir à l'esprit que un enfant qui voit partir son parent peut le vivre également comme un abandon. Je suis Gérard Benoît, je suis président de l'UFRAMA, l'Union des fédérations régionales d'associations de maisons d'accueil. L'UFRAMA est composé d'environ 130 associations qui ont pour objet de développer pendant l'incarcération toutes les initiatives qui visent à faciliter le maintien des liens familiaux entre les personnes incarcérées et leurs familles. On peut aussi dire que le parent qui reste avec moi, le parent qui continue d'assumer sa fonction parentale et d'entretenir la vie familiale, d'une certaine manière, il est là, mais c'est plus tout à fait le même. Quand maman est seule, que papa est incarcéré, maman peut être triste, maman peut être inquiète, et donc à la fois j'ai perdu mon papa, mais j'ai perdu aussi quelquefois la bonne humeur de mon autre parent. Les enfants ont tendance souvent à se considérer comme le centre du monde familial. Ça veut dire que si mon papa a disparu pendant 6 mois ou pendant 1 an et qu'il me manque et qu'il m'a abandonné, c'est peut-être aussi à cause de moi. Si j'avais été un bon garçon ou une bonne fille, peut-être que ça ne se serait pas produit. Peut-être qu'il serait là. S'il est parti, c'est peut-être que je ne vaux pas le coup qu'il reste. Donc c'est important à la fois d'informer l'enfant, de dire qu'il va pouvoir maintenir des relations avec son parent et que si son parent est parti, si son parent est incarcéré, lui n'y est pour rien et qu'il peut continuer de penser à son parent et que son parent continue de penser à lui. Moi, j'ai un souvenir d'enfant. J'ai eu une discussion avec mon père et pendant des années, j'ai eu l'impression que cette discussion a amené à ce qu'il a fait en fait. J'ai pas forcément dit les bonnes choses pour éviter, surtout ce qu'il a fait. Donc il y avait déjà cette part de culpabilité. Après, si imaginons il n'y avait pas eu cette anecdote, on va dire, la culpabilité on l'a quand même, dans le sens où c'est injuste, on se pose 36 000 questions, on se demande si c'est à cause de nous, ou moi j'avais l'impression d'être dans un film injuste, où le seul moyen d'exister c'était de faire du bruit. Voilà. Le seul moyen de montrer à quel point je souffre, c'était de casser les choses autour de moi. Quand j'étais plus jeune, j'en avais honte, je le cachais et je mentais. Je faisais croire que mon papa était soit militaire, quelque chose comme ça, pour éviter d'en parler. Mais après, c'est différent selon l'âge aussi, parce qu'après, je me rappelle aussi où limite, ça me distinguait auprès des autres. Alors je disais, ouais, moi, mon papa, il est en prison, nanani, nanana, alors qu'en fait, pareil, ça donne simplement une fausse image de soi-même, parce qu'au final c'est comme si je revendiquais que le fait que j'étais antisocial parce que machin, il y a aucune fierté, au final il y a aucune fierté et ça résout pas le problème qu'on a au fond de soi. Ça dépend le contexte, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre aussi de la maturité, du recul qu'on peut avoir par rapport à, proportionnellement à l'âge qu'on a aussi, surtout. Ce qui peut créer de la stigmatisation et de la honte, c'est aussi l'impact de la médiatisation des affaires et de l'arrestation qui peut être particulièrement traumatisant pour les enfants et notamment avoir un impact au niveau de l'école. Je suis Caroline Toureau, sociologue. J'ai travaillé sur l'expérience des familles de détenus et publié un ouvrage qui s'appelle « La famille à l'épreuve de la prison » et je travaille aujourd'hui en tant que chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
L'expérience carcérale élargie, pour moi, ne commence pas au moment où pour les familles, au moment où la personne rentre en détention. Ça peut commencer effectivement bien avant, au moment de l'arrestation, qui peut se faire de manière très brutale au domicile, très tôt le matin. Et donc, quand encore, alors la compagne, mais aussi bien sûr les enfants peuvent être en train de dormir. Et c'est des situations qui peuvent être vécues comme particulièrement traumatisantes, puisque la personne qui est inculpée est directement saisie par les forces de police et séparée des autres membres de la famille. Donc, il y a le réveil un peu brutal, il y a ce que représente l'autorité des gendarmes ou de la police qui vient interpeller, et puis il y a tout de suite une interdiction en fait de communiquer avec la personne qui est placée. Donc, pour les enfants, c'est des scènes qui sont évidemment particulièrement traumatisantes. Parfois, la porte est donc cassée violemment à coups de bélier. Il y a évidemment une agitation, souvent avec les voisins qui peuvent tout de suite venir voir ce qui se passe. Donc, la stigmatisation et la honte, elle peut émerger dès ce moment-là. Et puis, il y a des situations particulières encore quand les deux parents sont arrêtés. Dans ce cas-là, il faut faire garder les enfants. Et un peu dans l'urgence. Ou alors, quand personne n'arrive à être joint, ça peut être les services de la protection de l'enfance qui peuvent venir récupérer les enfants le temps que la garde à vue prenne fin. C'est très présent, la honte. Il y a des ados qui s'en sortent assez bien avec ça aujourd'hui, et d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. La honte, alors elle est pas forcément que du côté de la prison, mais aussi du côté de ce qui s'est passé, de pourquoi le père est en prison. Je pense que selon si c'est des affaires correctionnelles ou criminelles, c'est pas la même chose. Quand on passe dans les journaux, les reportages, toutes ces affaires qu'on passe à la télé avec une ambiance très théâtrale quand même, parce que quand on rencontre les parents en détention, c'est pas forcément celui qu'on voit à travers l'écran qui était un boucher ou voilà. Ou je ne sais quoi, donc ça manque de nuances, mais les enfants le prennent en pleine face. Après, c'est du fait divers, ça intéresse tout le monde, sauf que nous, ce qu'on accompagne, c'est à taille plus intime, plus humaine, et que quand on est proche des uns et des autres, c'est pas si monstrueux que ça. Il y a les publics, malheureusement, où la prison fait partie de la vie. Ils ont eu un oncle, une tante, la famille, le cousin. Donc il y a quelque chose, il y a des noms qu'on retrouve beaucoup en détention. Et puis il y a des familles où il y a un accident de vie. On a des situations où certains n'en parlent même pas à leur famille. Donc la honte amène le silence, la sidération, le secret de famille, l'inaction. Elle empêche de réagir. La honte. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer, quand on a des accueils collectifs d'enfants, quand on fait Noël, que les enfants voient qu'ils sont pas tout seuls à vivre la détention d'un parent, qu'il y a des gens comme les associations qui interviennent, qui sourient à leurs parents, qui les soutiennent. C'est cette solidarité-là qui peut enlever la honte, qui doit enlever la honte, parce que ça doit pas être une honte, pour eux ça doit être une force. C'est une épreuve qu'ils subissent, ils en sont pas responsables. Et la honte, elle immobilise, elle paralyse. Et il faut que ces jeunes, ces enfants, arrivent à en sortir. Vous venez d'écouter Enfants de Tôlard, un podcast d'Audrey Savournin réalisé avec Pierre Chaffanjon pour La Provence.